悪魔の足情熱を帯びた足は破るジャンプ。 Comme si le chaos ne régnait déjà pas assez sur l'île de la science et du futur, un navire de l'équipage de Barbe Noire fait une discrète apparition, laissant ainsi suggérer que le plus démoniaque des Yonko souhaite profiter de la guerre qui se prépare. Vous verrez dans cette review tout ce que l'irruption de Teach pourrait cacher. Sur Elbaf, la terre des géants, le combat entre Shanks et Kid est déjà terminé avec la victoire totale du Yonko face à la nouvelle génération qui se voit être anéantie par la puissance absolument colossale du Roux. Bon, vous l'aurez compris, c'est une très grosse vidéo qui vous attend, j'avais énormément de choses à dire et pour un tel événement qui est de voir Shanks passer à l'action au point de nommer l'une de ses attaques, il fallait que je me donne à fond hein. Alors les bros, vous connaissez la chanson, lâchez votre meilleur like sur cette review et abonnez-vous car la semaine prochaine, pas de chapitre, mais je sors une très grosse vidéo qui comportera sûrement en plus une annonce assez coolos, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous. Je vous laisse désormais tranquille mes gigabros, savourer cette review du chapitre 1079. La première chose qui marque en commençant ce chapitre est la fin de la mini-aventure du Germa Double Six. Pardon, excusez-moi. Après 1 an et demi, cette histoire a donc touché à son terme dans le chapitre précédent avec la formation des Néomads. Alors déjà, bien que je n'étais pas très chaud à l'origine, cette mini-aventure a quand même su devenir l'une des plus importantes de One Piece. Surtout l'une des plus spéciales puisqu'elle a mêlé à la fois l'histoire qui s'y déroulait au chapitre actuel, au présent. Donc c'était quand même vachement bien fait. Et maintenant ce qui nous intéresse c'est déjà de savoir quelle sera la prochaine mini-aventure et surtout si elle aura une aussi grosse importance scénaristique que celle-ci, chose qui est loin d'être impossible vu que ce procédé peut permettre à Oda d'avancer son histoire en parallèle des chapitres déjà assez denses qu'il nous pond actuellement. En d'autres termes, j'ai plus hâte que jamais de découvrir sur quel personnage se portera la prochaine mini-aventure. Ma petite idée restera toujours la même, elle portera sur Yamato et Momonosuke au pays de Wano Kuni. Généralement, les mini-aventures sont toujours liées à l'arc précédent comme ce fut le cas avec les mini-aventures de Capone et du Germa qui étaient des personnages de Whole Cake Island. Maintenant que nous sommes à l'arc d'Egghead et que Wano Kuni fait partie du passé, alors je mets ma main à couper que la prochaine mini-aventure se déroulera sur cette île et effectivement Yamato serait le personnage parfait pour nous la présenter. Tout simplement car lorsque les Mugiwara et Yamato se sont séparés, cette dernière disait vouloir suivre les pas d'Oden en explorant son propre pays et ça serait vraiment idéal de la voir découvrir Wano Kuni accompagné d'un journal de bord dans lequel elle tiendrait à jour son périple tout comme l'a fait Oden. On pourrait découvrir pas mal de choses comme des informations sur les poneglyphes vu que Wano Kuni en est le berceau ou bien encore sur Pluton vu que ce bateau sommeille au plus profond de cette île. Sans oublier comment et pourquoi le Wano Kuni antique s'est retrouvé sous les eaux, bref on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette île et dans son histoire et je me dis que la mini-aventure de Yamato pourra apporter quelques petites réponses, quelques petites précisions qui seraient donc pas négligeable. Bon, on va pas se le cacher, on a autre chose à faire que de parler de Yamato et mini-aventure. Ce chapitre est assez dense pour l'analyser pendant des heures, alors continuons tout de suite en retournant sur Egghead. On retrouve York dans un flashback datant de quelques heures qui réalise de s'être fait trahir par le gouvernement mondial et qu'elle aussi sera éliminée comme toutes les autres. Alors déjà très important, surtout pour les théories, mais nous avons enfin une notion de temporalité sur Egghead. En effet, et bien que l'on ne pouvait pas réellement savoir combien de temps s'était écoulé depuis l'arrivée des Mugiwara sur l'île, plusieurs heures séparent le chapitre 1074 qui semble correspondre au moment où York parlait avec les Séraphins et le début de la révolte avec le chapitre actuel, le 1079. Donc si plusieurs heures séparent seulement 5 chapitres, imaginez-vous bien qu'encore plus de temps s'est écoulé depuis que les Mugiwara ont posé pied sur l'île, ce qui permet de beaucoup mieux justifier les déplacements maritimes semblant aller hyper vite de certains navires comme ceux de la marine ou de Barbe Noire qu'on verra juste après. Bref, reprenons où on en était, et oui, York, t'avais beau être préparé à l'éventualité d'une trahison du gouvernement, si tu es toi-même capable de trahir tes propres facettes de ta personnalité, alors imagine bien que tes ennemis n'hésiteront pas à en faire de même. Elle a malgré tout un plan qui reste en partie encore mystérieux, puisqu'un ordre qu'elle a donné à Ace Snake ne nous a pas encore été révélé. Du coup, même si la révélation du traître dans le dernier chapitre pouvait nous donner de quoi réfléchir, Oda rejoue la carte du scénario mystère avec York et garde encore la vraie raison derrière sa trahison pour lui-même. Certes, elle veut devenir Tenryubito et l'unique Vegapunk, mais pourquoi? Comment? Quel est son plan final et ses conséquences? J'espère que ça sera vraiment fou parce qu'on avance à pas de fourmis la concernant. Là
Là où par contre Egghead prend une nouvelle tournure absolument folle, c'est l'apparition proche de l'île d'un bateau possédant le drapeau de l'un des 4 empereurs. Cette phrase était trop compliquée, mais je parle évidemment de Marshal D. Teach alias Barbe Noire. À la surprise de tout le monde, l'équipage de Barbe Noire risque de se retrouver mêlé aux événements d'Egghead et évidemment, l'histoire de One Piece peut prendre un véritable tournant encore aujourd'hui. Premièrement, il est pour l'heure impossible de certifier que Barbe Noire se trouve vraiment sur le navire. Peut-être que c'est le cas, peut-être que non, tout dépend en réalité du motif de sa venue. Il y a plusieurs scénarios possibles et totalement cohérents, mais ce que l'on peut, je pense, assurer, c'est que Barbe Noire a débarqué suite à la news du journal de Morgan clamant la prise d'otage de Vegapunk sur Egghead par Luffy. Toutes les informations sont là pour indiquer le lieu et les personnes impliquées dans ce grand événement, ce qui est une aubaine pour Teach. En effet, si ce dernier veut vraiment récupérer tous les Rod Poneglyphs dans un minimum d'efforts, comme il a voulu le faire avec Trafalgar Law, et d'ailleurs, oui, on va en reparler juste après, alors la présence de Luffy sur Egghead est un moyen pour lui de récupérer ses trésors en profitant du chaos, comme il aime tant le faire en fait. D'ailleurs, l'équipage de Barbe Noire n'est pas forcément obligé de combattre pour cela, vu qu'ils ont quasiment tous des outils puissants pour voler leur adversaire, comme Shiryu avec ses pouvoirs d'invisibilité, Aokiji et ses pouvoirs capables de geler n'importe qui, Katarina Devon et ses pouvoirs de transformation, ou même encore Von Augur et ses pouvoirs plus récents de téléportation. Ces 4-là font peut-être partie d'un groupe spécial d'infiltration permettant à Barbe Noire de récupérer trésors et informations en un minimum de combat. Pour résumer, les Rod Poneglyphs de Luffy sont potentiellement en danger. Voilà. Pour autant, un autre scénario parfaitement cohérent serait que la venue de l'équipage de Barbe Noire soit liée aux fruits du démon et à Vegapunk. Nous savons en effet que Barbe Noire traque les fruits du démon et que nombreux, voire tous ses déplacements ont comme nature de récupérer un pouvoir démoniaque, comme ce fut le cas avec récemment l'attaque sur Amazon Lily. Il cherchait à récupérer, on ne sait pourquoi, le fruit du démon de Boa Hancock. L'idée serait alors que tout en sachant pertinemment l'incroyable connaissance en fruits du démon que possède Vegapunk et tous les échantillons de ces fruits qu'il peut garder pour ses expériences, Teach ait décidé de kidnapper le plus grand scientifique du monde et de récupérer ses expériences sur les fruits du démon pour peut-être pouvoir les assimiler. Ce qui me pousse à penser ça, c'est tout simplement que ce soit Orochi et Kaido, Luffy dans les journaux, ou même York, Oda semble particulièrement aimer le scénario où Vegapunk se fait capturer. Ainsi, Teach voudrait lui aussi sa part et prendrait position dans la bataille qui se prépare dans le but de capturer Vegapunk et pourrait par la même occasion récupérer le fruit de Boa Hancock sans avoir besoin d'attaquer à nouveau l'impératrice pirate qui est sous la protection de Rayleigh. Il serait gagnant dans tous les cas et ça pourrait peut-être expliquer pourquoi le Séraphin d'Hancock est tant mis en avant dans cet arc. Mais ce n'est pas tout. Si on fait un petit retour au chapitre 1056, on peut découvrir les étranges paroles d'un personnage qui nous colle au basque depuis le début du Nouveau Monde. Je parle évidemment de Caribou. Ce dernier a eu connaissance de 2 grands secrets du monde, l'emplacement de Pluton et l'emplacement de Poséidon des armes antiques. Mais plus encore, la localisation de ces armes semble être un moyen pour lui d'obtenir les faveurs d'un certain pirate qui serait d'après moi le terrifiant Marshal D. Teach. Et quel heureux coup du hasard puisque ce très cher Caribou a suivi les Mugiwara jusque sur Egghead, l'île se trouvant actuellement au centre de la tempête. Zoro l'a libéré de ses entraves au chapitre 1065 et sans savoir où exactement, Caribou se trouve quelque part sur Egghead. La présence de l'équipage de Barbe Noire proche de cette île et la disparition soudaine de Caribou ne serait alors peut-être pas un hasard car ce dernier aurait pris contact avec l'Empereur des Ténèbres pour qu'il vienne le récupérer lui et les informations qu'il a sur les armes antiques. Un scénario finalement similaire à celui de Burgess qui avait infiltré le bateau des révolutionnaires sur Dressrosa dans l'unique but de découvrir le QG de Dragon, Baltigo, tout en appelant Lafitte en lui révélant sa position pour qu'il vienne le chercher. On connaît la suite de l'histoire, Baltigo fut détruite et les révolutionnaires se sont cachés sur l'île d'Ivankov. Il est alors totalement envisageable que Caribou ait contacté Barbe Noire pour le tenir informé des événements d'Egghead et que ce dernier ait pris la décision de venir le récupérer lui et les informations qu'il possède sur les armes antiques. Ouf! Par beaucoup de mecs. Bref, une chose est sûre, la présence d'un navire de Teach, qu'il soit de son côté présent ou non, est un très mauvais signe, bien que cela puisse nous permettre d'en savoir plus sur les déroulements et la finalité de la récente bataille opposant l'empereur à Trafalgar Law pour les Rod Poneglyphs. Un affrontement qui se serait terminé, à mon sens, dans le sang et la défaite pour Law, qui ne serait pas parvenu à vaincre l'empereur des ténèbres, exactement comme son ancien allié, Eustace Kid, qui vient de vivre la défaite de sa vie aujourd'hui face à Shanks le Roux. Nous retournons en effet au large
des côtes d'Elbaf, l'île des guerriers et des géants. Alors que Kid s'apprêtait à attaquer de plein front les navires des capitaines alliés de Shanks, le haki du futur irréel du Roux lui permit d'anticiper ce futur tragique et met fin au plan du Supernova en lui assénant l'attaque signature de son défunt capitaine, le Kamuzari de Goldie Roger, utilisé face à Oden. Kid est défait, Killer ayant voulu aider son capitaine l'est également, et la plupart des autres membres de l'équipage de Kid s'évanouissent du haki des rois démentiel, expulsé par Shanks. Alors que les seuls membres restants implorent pour leur vie et offrent en échange les copies des Rod Poneglyph à l'empereur, Dory et Broggy s'occupent désormais de détruire le Victoria Punk avec leur légendaire Hakoku, une attaque fendant la mer en deux et détruisant de part en part le navire de l'équipage de Kid. Aujourd'hui sur Elbaf, dans le Nouveau Monde, les pirates de Kid, dirigés par leur capitaine Eustace Captain Kidd et ses 3 millions de berries, ont subi une défaite et une destruction totale. Voilà, c'est trop, je sais pas quoi dire de plus, faites-en ce que vous en voulez, c'est trop. Voilà, les gars, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu une telle violence dans One Piece, une telle annihilation? C'était sûr de chez sûr. Kid, mon ref, tu pensais à quoi? Vraiment, tu pensais vraiment que t'allais fumer le mec dont seul son vice-capitaine est parvenu à te péter le bras? Mais tu pensais à quoi, Kid, bordel? Je kiffe ce Supernova, je kiffe ce pirate, j'arrive plus à parler, ok? Je kiffe ce mec, mais très clairement, c'était évident, je vous l'avais dit dans ma review du chapitre 1076, Kid fait face à une mort imminente. Et j'ai beau aimer Kid comme personnage et comme pirate, je suis assez lucide pour me rendre compte qu'il fait face à une mort imminente. Et là, effectivement, j'ai bien peur que ce soit la dernière fois qu'on le voit. La dernière fois qu'on voit ce Supernova, mais ça, on va en parler dans la suite de cette review. On va faire les choses proprement et diviser tous les sujets pour les analyser comme il faut, individuellement. Quelle époque on vit, quelle époque on vit. Ce qu'on retient de ce chapitre, c'est évidemment la défaite totale de Kid. Non mais attendez, je suis encore un peu trop hype. Ok. Ce qu'on retient de ce chapitre, c'est évidemment la défaite totale de Kid. Et cette défaite, elle est due à la puissance absolument phénoménale, démoniaque, irréelle. Quel synonyme vous préférez? Dites-moi les bras en commentaire. Réfléchissez-y bien. En attendant votre réponse, je veux absolument qu'on parle de son haki légendaire, surpuissant, dévastateur. Vous préférez quel synonyme? Non. Bon, très clairement, la scène qui m'a le plus marqué fut sa vision dans le futur grâce à son haki de l'observation. On a cette impression qu'il est parvenu à voir beaucoup plus loin dans le temps que ne l'était capable Katakuri, pourtant reconnu comme étant un maître dans la matière. Et c'est en me faisant cette réflexion que j'ai eu le flashback de ma review du chapitre 1054, où je me suis souvenu avoir dit que la puissance de Shanks, pour compenser son absence de fruit du démon, se traduisait à travers un haki absolument prodigieux et inimaginable. Un haki développé au maximum, que ce soit dans le haki d'observation, dans le haki de l'armement ou même dans le haki des rois. S'il est tant spécialisé dans le haki, alors je me demande si finalement Shanks n'a pas débloqué les stades les plus avancés de ce fameux haki. Des stades que même les plus grands combattants n'ont pas atteints. Si Shanks a le meilleur des haki des rois qui nous a été donné de voir, alors il doit avoir le meilleur haki de l'observation et le meilleur haki de l'armement également. S'il parvient à se déplacer si vite et par-dessus tout à prévoir et sentir des choses aussi loin, c'est peut-être car son haki de l'observation lui permet de voir un futur encore plus lointain que Katakuri lui-même. D'ailleurs, dans One Piece Red, Kizaru semblait connaître le danger du haki de Shanks au point que cela semblait presque être une légende urbaine. Aujourd'hui, ce scénario semble se confirmer plus que jamais et je pense que nous pouvons sans aucune difficulté affirmer que depuis Goldie Roger, nous n'avons plus vu un personnage autant maîtriser le haki et à un niveau si élevé. Quelle parfaite transition de parler de Roger puisque c'est finalement une image de lui que nous avons eu dans ce chapitre avec l'attaque Kamuzari que Shanks lui a repris. En effet, le trépas divin dans sa traduction française fut la seule technique nommée par Roger qui nous a été dévoilée lors du flashback d'Oden Kozuki. Cette attaque fut d'ailleurs utilisée contre lui, le repoussant sur une très grande distance, créant un gouffre entre la puissance du samouraï de Wano et le futur roi des pirates. Aujourd'hui, cette attaque est à nouveau utilisée pour creuser un écart phénoménal, mais cette fois-ci entre Shanks et Kid, enfin entre Shanks, Kid et Killer, puisque ce dernier a été emporté par l'attaque du Yonko. C'est donc dans un doublé que le Roux a signé la fin des principaux commandants des pirates de Kid et donc de Kid lui-même. Tout comme l'utilisation du haki de l'observation particulièrement avancé, j'ai la nette impression que le Kamizari de Shanks est une manière pour Oda de nous prouver la maîtrise et la puissance absolument au-dessus de notre imagination que peut avoir l'empereur avec le haki de l'armement. Mais tout ça, c'est évidemment sans noter la vitesse
incroyable qu'il possède. Alors qu'il se trouvait facile à 2 km 300 du bateau de Kid, Shanks est parvenu à traverser tous ses navires alliés et atteindre sa cible en l'espace de quelques secondes à peine. Bon oui, j'ai mitonné sur les 2 km 300, mais honnêtement et sans rire, on doit pas en être bien loin. Quoi qu'il en soit, ce déplacement frôlant le supersonique que Shanks vient de nous offrir nous justifie à nouveau comment il a pu atteindre à la fois le monstre de la baie de Fuchsia pour sauver Luffy et comment il a débarqué de nulle part sur Marineford. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que quelques mois en arrière, quand le film One Piece Red sortait avec tout plein d'informations, il a été dit dans le databook 4 milliards propre à ce film que Shanks était connu comme le tueur de l'observation, car même si lui a une vision du futur hyper développée, il ne laisse pas les opposants faire de même en se déplaçant à une vitesse folle, contrôlant sa présence et son calme. Ça justifie parfaitement l'aptitude que Shanks avait d'apparaître dans le manga sans même que l'on s'y attende, sans même l'apercevoir avant. Sa présence est tellement discrète que personne ne peut le sentir arriver, comblé à une vitesse hyper rapide, Shanks donnerait presque le sentiment de se téléporter quoi. Bref, je n'ai peut-être rien apporté de plus, mais il fallait vraiment que je relève les petits détails qui nous ont été donnés par le passé pour les coller avec ce qu'on sait aujourd'hui, car ça donne vraiment la sensation, et ce pour la première fois depuis son introduction, que l'on peut cerner et comprendre la nature de sa puissance et ce qu'elle cache véritablement. Donc oui, ça mérite quand même qu'on s'y attarde, surtout qu'une chose est très importante dans ce chapitre, et nous prouve encore à quel point ce mec dépasse de loin le niveau qu'on imaginait, ces capitaines de flotte sont éclatés au sol. Oui, vraiment, ils sont rincés, là où ces mêmes membres de flotte rigolent de survivre uniquement grâce à la protection que le roux lui accorde. Cette révélation peut nous aider à y voir plus clair et expliquerait par exemple pourquoi Shanks a une prime inférieure aux autres Yonko, simplement car outre son équipage à lui, les autres pirates qu'il a ralliés à sa cause ne sont absolument pas une menace pour quiconque. Là où Big Mom et Kaido avaient des supernovas ou même des pirates à plusieurs centaines de millions de berries, Shanks lui a un vieux qui perd son dentier. Voilà, donc bon. Ce qui est du coup très intéressant, c'est que Shanks ne semble pas vouloir ou avoir besoin de s'entourer de très grands pirates très connus. Il donne même la sensation d'être une âme charitable offrant sa protection aux plus faibles. Ceci dit, et bien que sa flotte soit particulièrement faible, ses alliés eux sont plus forts que jamais, comme en témoignent Dory et Brogy qui nous offrent une dose de nostalgie en intraveineuse avec leur célèbre Hakoku. Quel moment de fou, quel plaisir incommensurable que de voir la légendaire puissance des géants en action. Surtout que ces derniers nous font une autre référence antique de One Piece en disant à l'équipage de Kid que s'ils pointent une arme chargée vers eux, vers leur ville natale, alors ils doivent être prêts à subir le même destin. Une citation très appréciée que Shanks, comme par hasard, aura lancée à un des brigands l'ayant menacé avec une arme sur Fuchsia. Bref, c'était un bonheur, des refs, du Shanks, du fan service, ouais, si un peu quand même, hein, et surtout de graves conséquences, puisque oui, qu'en est-il désormais de Kid et son équipage ? Alors que la partie précédente représente vraiment le moment fun, stylé, badass de la review, on va passer à une ambiance plus sombre désormais. Et oui, derrière cette explosion de puissance se cache malgré tout le rêve détruit d'un homme et son équipage. En temps normal, je dirais que Kid et son équipage sont morts. Voilà. Surtout que Killer a bien averti son capitaine il y a 3 chapitres, cette fois-ci, et si tu perds, c'est la mort qui t'attend Kid. Les principaux capitaines ont pris de l'attaque de Shanks de plein fouet, et ils ont sombré dans l'eau alors qu'ils possèdent des fruits du démon. Je pense que la situation... elle parle d'elle-même, hein. Surtout que comme je vous le disais plus tôt, les paroles de Dory et Brogy lorsqu'ils lancent leur attaque sont une référence directe à celle de Shanks au chapitre 1, quand Lucky Roux a tué d'une balle dans la tête le pirate qui menaçait son capitaine. C'est la première mort de One Piece, et le fait que ce discours soit ironiquement réutilisé aujourd'hui peut laisser suggérer effectivement que Kid est bel et bien mort. Il deviendrait ainsi, après Hawkins, le deuxième supernova ayant péri. Mais Oda a pas mal de difficultés à tuer ses personnages, on le sait très bien, et même s'il ne devrait normalement pas avoir survécu, il y a quand même de grandes chances que Kid et Killer puissent échapper à la mort en s'accrochant aux débris de leur navire, en bref, n'importe quel recours scénaristique. J'avoue ne pas savoir, ne pas avoir envie de me prononcer, cependant qu'ils aient survécu ou non, une chose est certaine, leur rêve du One Piece est quant à lui totalement détruit. Il est anéanti, j'arrive même pas à imaginer un monde où ils pourront se remettre de cette bataille et en plus retourner à la quête du One Piece où ils devront réaffronter celui qui n'a eu besoin que d'une seule attaque pour vaincre les 2 plus puissantes têtes de leur équipage. Je veux dire, on est au chapitre 1079 les mecs. On peut compter la fin de One Piece en années sur les doigts d'une main. Un tel écart de puissance avec Shanks à ce niveau-là de One Piece, il sera impossible à combler, donc peut-être que je me trompe, mais ce qu'on a vécu pour Kid, c'est juste la fin d'un rêve pour moi. Oda commence de plus en plus à dévier les supernovas de la quête du One Piece pour ne laisser la voie qu'à Luffy, et ça se ressent vraiment dans ce chapitre. Car si un supernova pouvait représenter le parfait rival de Luffy, c'était bien Eustace Kid. Aujourd'hui, il ne sera plus qu'un fantôme. Alors oui les bros, levez votre bonnet en mémoire au rêve de gloire et de fortune que Eustace Captain Kid ne parviendra sans doute jamais à obtenir.
Bon, outre ça, il y a quand même autre chose à dire concernant la défaite de Kid, comme par exemple cet étrange sentiment que l'on peut avoir de voir Shanks exterminer si sauvagement un équipage alors que pourtant lui-même est un défenseur et partisan des jeunes pousses de la nouvelle ère. En effet, que ce soit en sauvant Luffy, en sauvant Kobe ou en faisant fuir Ryukugyu de Wano Kuni, Shanks a toujours tenu un discours bienfaiteur vis-à-vis des acteurs de la nouvelle génération, de ceux qui façonnent la nouvelle ère à venir en tant que jeune étoile montante. D'ailleurs, c'est face à Ryukugyu qu'il ironisait de voir la marine craindre de la montée en puissance de cette fameuse nouvelle ère. Alors pourquoi lui-même aujourd'hui agit-il avec tant de cruauté vis-à-vis de l'une de ses plus grandes figures que fut Kid? Eh bien, même si dans un premier temps, ça m'a effectivement assez interrogé, en fait il faut juste comprendre que dans ce chapitre, Shanks a tout fait pour rester fidèle à lui-même et à ses principes. Tout d'abord, il dit à Lucky Roux de ne pas sous-estimer l'évolution de la jeune génération. Jusque-là, comme d'habitude. Ensuite, il demande à Yasop si Kid et ses pirates se sont bien remis de leurs blessures de Wano Kuni, comme s'il voulait que le combat soit un minimum équitable et qu'il se déroule dans les règles de l'art, sans que personne soit diminué. Donc encore une fois, c'est plutôt raisonnable de sa part et surtout pas franchement lâche. C'est ensuite, quand il aperçoit le futur tragique qui attend sa flotte donc relativement faible, que Shanks change totalement de comportement, se rendant compte des dégâts absolument colossaux que va générer le Damned Punk de Kid. Il prend alors la décision de l'intercepter au plus vite et donc de écourter le combat. Donc non, je ne trouve pas que les actes de Shanks sont incohérents avec son discours habituel, puisque au contraire, il a surtout tenu à sauver des vies que mettait Kid en danger. Et pour finir, si on peut effectivement se poser la question si Shanks a bien pris ou non les Rod Poneglyphs que l'équipage de Kid lui ont remis, je pense qu'il les a bel et bien récupérés, mais le découpage du chapitre et des cases l'explique pas forcément très bien. On rappelle qu'au chapitre 1076, lors de l'arrivée de Kid vers Elbaf, Shanks a ordonné à Rockstar de lui transmettre un message. Soit tu m'affrontes ici, soit tu disparais en nous laissant le Rod Poneglyph. On a pu découvrir dans cette scène que Shanks était intéressé par le contenu de ces stèles et par conséquent, il n'y a pas de raison de ne pas les avoir récupérées quand l'équipage de Kid lui a offert. Donc oui, je pense que Shanks les a effectivement récupérées. En tout cas, c'est ainsi que se clôt le périple de Kid aux portes de Laftel, et malgré le combat acharné qu'il a pu donner à Kaido et Big Mom, il faut croire que la dure réalité a dépassé ses ambitions. Nul doute que cette nouvelle aura de grandes répercussions dans le monde et en particulier au niveau de la prime de Shanks qui pourrait se voir grandement augmenté. Ça n'aura échappé à personne, en plus d'avoir un de ces navires qui apparaît proche de Egghead, Barbe Noire est également mentionné par Shanks et son équipage dans ce chapitre. En effet, le roux demandait à Hongo des nouvelles sur Teach qui, d'après le médecin, aurait quitté la ruche. Alors c'est intéressant puisque ça correspond plutôt bien avec cette fameuse présence inattendue au large d'Egghead, ce qui peut nous conforter dans l'idée que l'empereur aux deux fruits du démon souhaite lui aussi participer à sa façon à la bataille opposant Luffy à la marine. Mais pas seulement, puisque Shanks s'est dit être étonné de ne pas l'avoir vu apparaître sur Wano Kuni, ce qui signifie que le roux s'est lui-même retrouvé aux abords de Wano après la défaite de Kaido et Big Mom afin d'éventuellement intercepter Barbe Noire. Et Shanks, frérot, je dois dire que tu n'étais pas le seul à être étonné de ne pas l'avoir vu sur Wano, puisque quasiment depuis le début de cet arc, je théorisais sans cesse sur l'apparition de Teach après la bataille contre Kaido, dans l'idée qu'il puisse profiter du chaos général de la guerre pour récupérer les puissants fruits du démon ou récupérer les Rod Poneglyphs de tous ceux en possédant. Bref, il faut croire que cette idée n'était pas totalement déplacée finalement. Cela prouve également que Shanks continue de se méfier de Barbe Noire, qu'il essaye toujours d'avoir une longueur d'avance sur lui et qu'il tente d'anticiper tant bien que mal ses futurs déplacements. Le fait que ces deux personnages continuent de se tourner autour est vraiment trop intéressant, puisqu'il ne faut pas oublier que la garde de Marineford a teasé entre eux une forme de bataille qui se déroulerait dans le futur. Et encore une fois, vu la vitesse à laquelle évolue One Piece en ce moment, il faut se rendre à l'évidence que si un affrontement entre Shanks et Teach doit avoir lieu, alors il ne sera pas dans si longtemps que ça. Surtout que nous avons eu un parallèle très intéressant entre les deux empereurs récemment, alors que Barbe Noire a traqué Law après son départ de Wano Kuni pour lui récupérer ses poneglyphes, Shanks lui vient de récupérer les poneglyphes de Kid qui cherchait à en finir avec lui. Et je vous laisse deviner que si Kid a échoué aussi facilement contre Shanks, Law ne subira pas un sort très différent de son ancien allié l'ayant aidé à vaincre Big Mom, car tout comme Shanks, le futur rôle de Barbe Noire est bien trop important pour que ce dernier se fasse vaincre par Law. Tout simplement, Teach a bien plus de raisons de vaincre le Supernova que de l'inverse. Que ce soit une puissance bien plus grande en possédant les deux plus terribles fruits du démon au monde, un équipage également bien plus puissant ou tout simplement un rôle scénaristique plus marquant, en tant qu'ennemi final de Luffy, Barbe Noire n'a vraiment aucune raison de perdre là, maintenant, contre Law. Et s'il n'a peut-être pas atomisé l'équipage des Earth Pirates comme Shanks l'a fait avec celui de Kid, eh bien j'ai strictement aucun doute sur le fait qu'il soit parvenu à récupérer les Rod Poneglyphs de Trafalgar Law. Sinon, à quoi aurait servi le kidnapping de Pudding? Un kidnapping qui, je le rappelle, a pris autant de place dans la mini-aventure du Germa Double Six que de l'histoire actuelle. Donc, si l'affrontement de Law et Teach n'a pas subi le même trait
traitement que Kid et Shanks, en s'étant majoritairement déroulé en off-screen, il est probable que l'on ait le résultat de cette bataille s'étant déroulé 10 chapitres plus tôt, dans très peu de temps, et ça, le titre du chapitre actuel me le fait penser. Les 4 empereurs, les pirates du roux. C'est la traduction littérale du titre japonais, et je peux me tromper, mais à mon sens, il se peut que les prochains titres des prochains chapitres soient également dans le même format. Plus précisément que les 3 prochains chapitres verront leur titre et leur contenu être dédiés aux 3 autres empereurs. Nous aurions donc les 4 empereurs, les pirates de Barbe Noire dans le prochain chapitre, qui nous dévoilerait la suite du combat de l'équipage de Teach contre l'eau, comment ils l'ont remporté sur ce dernier et éventuellement l'explication de leur présence aux abords d'Egghead. Ensuite, nous aurions un autre chapitre intitulé les 4 empereurs, suivi d'un truc sur Baggy, mais vu que le mec a plusieurs rôles, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Bref, en tout cas on en apprendrait plus sur le mouvement de la Cross Guild, ce qu'ils comptent faire et si oui ou non ma théorie sur leur présence à Egghead pourrait tenir ou pas. Et enfin, le dernier chapitre de cette suite de 4 serait destiné aux Mugiwara et serait ainsi intitulé les 4 empereurs, les pirates au chapeau de paille. Bon, par contre là j'avoue j'arrive pas à me projeter 3 ou 4 chapitres plus loin pour m'imaginer ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont dire, donc écoutez, faut pas non plus abuser, j'ai pas le haki devin de Shanks. C'est peut-être en tout cas pas ce qui va se passer, mais je trouve l'idée très sympa. Surtout qu'un autre élément pour y donner de la crédibilité, et c'est toujours le même que d'habitude, quand Shanks apparaît, Barbe Noire apparaît pas très loin également. Ce fut le cas au chapitre 1054 et 1055, marquant la première apparition du roux depuis des années, et du chapitre 1059, marquant celle de Barbe Noire pour la première fois depuis plus de 100 chapitres. Shanks étant apparu au chapitre 1076 et 79, Teach pourrait donc très bientôt suivre le mouvement, et la présence de son navire sur Egghead en est la preuve parfaite. Mais pas seulement, on sait tous désormais qu'Oda ne fait jamais une seule couverture de tome de One Piece sans Shanks et Teach à la fois. C'est une règle qu'il semble s'être instaurée, imposée, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Vu les derniers événements qui se sont déroulés autour de Shanks, j'ai très peu de doutes qu'il soit utilisé sur la couverture du tome 107 de One Piece, et vous aurez donc compris que si Shanks y est, alors Barbe Noire devra l'être également, et donc apparaître dans un délai assez court après l'apparition de Shanks. Ça vaut ce que ça vaut, en tout cas quand j'ai eu ce raisonnement l'année dernière, eh bien j'ai pas totalement eu tort, puisque j'avais prédit l'apparition de Teach peu de temps après celle de Shanks pour justifier leur présence respective sur le tome 105 de One Piece. Bon, on va pas se le cacher, je m'étais planté sur d'autres trucs, mais ça c'est notre petit secret, on n'en parle à personne les refs. Bon, il serait peut-être temps de conclure cette review, non? Eh bien, je ne sais pas quoi dire de plus que ce chapitre marque encore une fois un vrai tournant dans One Piece, ou du moins un vrai tournant pour nous lecteurs qui attendions patiemment et sagement depuis de très longues années le passage à l'action de Shanks le Roux. 1079 chapitres pour enfin avoir un moment aussi légendaire que celui-ci. C'est une vraie folie, mais ça confirme une fois encore que nous arrivons dans les dernières lignes de cette aventure si mythique. La seule chose à se demander là maintenant, c'est que sera la suite? Quelle révélation qui fera trembler le monde nous sera faite? Qui va vaincre qui? Quel nouveau mystère ou secret que nous ignorons jusqu'à présent fera surface? Ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, nous sommes à la bonne époque pour vivre et lire One Piece. Profitez-en car cette ère ne sera pas éternelle. Nous avons la chance de faire partie de cette grande aventure, alors ne la quittez pas des yeux car ce qui nous attend dépasse de très loin toute forme d'imagination.